Le 29 mars 1975, Sharon Prior, une adolescente de 16 ans, est sortie de chez elle vers 19 h pour se rendre à la pizzeria Marina, située à quelques pâtés de maison de sa résidence à Montréal, Canada. Ce qui aurait dû être une simple sortie à la pizzeria un samedi de veille de Pâques s'est transformé en l'une des affaires les plus brutales de l'histoire criminelle canadienne, restant non résolue pendant près d'un demi-siècle. Des jours plus tard, son corps a été retrouvé sur une propriété privée, portant des signes de torture et de violence sexuelle. La jeune fille qui rêvait de devenir vétérinaire et était connue pour sauver les animaux errants a vu sa vie brutalement interrompue après 4 jours de captivité. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une simple chemise d'homme trouvée sur la scène du crime a gardé pendant 48 ans le secret qui résoudrait cette affaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucune affaire aussi marquante que celle-ci. Pour mieux comprendre cette tragédie, nous devons connaître qui était Sharon Prior. Née durant l'hiver 1959 à Montréal, Sharon était l'aînée d'une famille de 4 enfants. Son père George servait dans l'armée canadienne, tandis que sa mère, immigrante britannique, se consacrait à l'éducation des enfants. Après le divorce des parents en 1965, Sharon est allée vivre avec sa mère et ses frères et sœurs dans un appartement fourni par un programme d'aide aux familles militaires. Depuis son plus jeune âge, Sharon démontrait une compassion extraordinaire, particulièrement envers les animaux blessés ou abandonnés. Elle les recueillait dans la rue, prenait soin d'eux jusqu'à leur rétablissement et leur trouvait ensuite de nouveaux foyers. Cet amour pour les animaux l'avait inspirée à rêver de devenir vétérinaire. Au-delà de cette vocation, Sharon était une élève dévouée, participait au club de hockey et avait un talent pour les arts, suivant des cours de dessin et de broderie. À l'école, elle se distinguait non seulement par ses notes, mais surtout par sa capacité à interagir avec tous les groupes sociaux. Contrairement à d'autres adolescents populaires, Sharon ne faisait aucune distinction entre les personnes, traitant chacun avec la même gentillesse et le même respect. Cette caractéristique la rendait sincèrement appréciée par ses camarades et ses professeurs. Personne n'aurait pu imaginer que cette même bonté la rendrait vulnérable à ceux qui allaient suivre. L'après-midi du 29 mars 1975 avait commencé de manière festive. Sharon avait passé des heures à aider sa mère avec les préparatifs de Pâques, peignant des œufs et organisant une chasse au trésor pour ses frères et sœurs plus jeunes. Plus tôt, elle et Steven s'étaient rendus à l'association sportive locale pour chercher une veste spéciale appelée Léo, nommée en l'honneur du frère du fondateur, décédé de leucémie. La déception de ne pas trouver sa taille disponible n'avait pas affecté son esprit festif. Vers 19 h, Sharon a demandé la permission à sa mère d'aller jusqu'à la pizzeria Marina, un lieu de rencontre populaire pour les adolescents. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce trajet, la proximité de l'établissement et la familiarité avec le chemin en faisaient une promenade apparemment sûre. Vêtue d'un pull emprunté à sa mère et de sa veste en daim préférée, elle est partie accompagnée d'une voisine. Le destin a commencé à tracer ses mouvements fatidiques lorsque la voisine a changé d'avis et que les filles se sont séparées. Sharon a continué seule, sans savoir qu'elle serait vue vivante pour la dernière fois. Un groupe d'amis l'attendait déjà à la pizzeria, y compris son petit ami John, qui regardait un match de hockey à la maison. Lorsqu'il est finalement arrivé à l'établissement et n'a pas trouvé Sharon, le premier signe que quelque chose n'allait pas a commencé à se manifester. Le même soir, quelques minutes après la disparition de Sharon, un incident perturbant s'est produit à proximité. Cheryl Roy, une jeune femme de 23 ans, a été attaquée par un inconnu. L'agresseur, décrit comme un homme grand, aux cheveux foncés et aux yeux bleus, portait un couteau. Il portait une veste de ski bleue et des chaussures à bout pointu. Sa voix était étrangement calme pendant qu'il menaçait la victime. Les cris de Cheryl ont attiré l'attention des passants, faisant fuir l'agresseur précisément dans la direction que Sharon aurait dû suivre. La mère de Sharon a passé la nuit dans le salon, attendant le retour de sa fille. Quand l'aube est arrivée sans nouvelles, elle a commencé une série d'appels désespérés. L'inquiétude s'est transformée en panique quand elle a découvert que Sharon n'était jamais arrivée à la pizzeria. La police a initialement hésité à enregistrer la disparition, suggérant d'attendre 24 heures, mais la communauté n'a pas attendu. Plus de 100 bénévoles se sont mobilisés pour les recherches, fouillant chaque recoin de Montréal. Le matin du 1er avril 1975, la famille de Sharon a été bouleversée de façon dévastatrice. La nouvelle de la découverte du corps est arrivée non pas par des moyens officiels, mais par un journal. Un jeune homme a été vu en train de retirer le journal laissé à la porte des Prior, un comportement qui a attiré l'attention de la mère de Sharon. Sentant quelque chose de suspect, elle a confronté le jeune homme, qui a essayé de la dissuader de regarder le contenu du journal.
Malgré les protestations, elle a réussi à récupérer l'exemplaire. En ouvrant le journal, elle a été immédiatement confrontée à une image qui confirmerait ses pires craintes. La photo du corps d'une jeune fille, retrouvée dans des circonstances brutales, était incontestablement celui de sa fille. La douleur de cette découverte a été amplifiée par le fait que les autorités, qui auraient dû informer la famille, ont échoué à le faire. Le voisinage a su avant les priors, transformant le moment en une expérience encore plus traumatisante. En état de choc, la mère de Sharon, incapable de réaliser l'identification personnellement, a demandé à son ex-mari de confirmer officiellement que le corps était celui de leur fille. Pendant 4 jours, Sharon est restée en captivité. Le silence du ravisseur, aucune demande de rançon, aucun contact, n'a fait qu'intensifier la crainte du pire. Le 1er avril, un résident local a fait la macabre découverte sur sa propriété. La façon dont le corps a été trouvé suggérait un crime méticuleusement planifié. La serrure de la porte avait été ouverte sans signe d'effraction, comme si le coupable avait eu accès à la clé. Le corps de Sharon a été retrouvé sur une propriété privée dans les environs de Montréal. Le propriétaire a rapporté des circonstances troublantes, bien qu'il garde toujours toutes les portes verrouillées. Ce jour-là, il a trouvé l'une des serrures forcées, mais sans signe visible d'effraction, suggérant que le coupable aurait pu avoir accès à une clé. Fait curieux, rien n'a été volé dans la maison, indiquant que le crime n'impliquait pas de vol, mais quelque chose de prémédité et encore plus sinistre. L'état du corps de Sharon révélait l'extrême brutalité du crime. L'autopsie et les investigations initiales ont mis en évidence les détails suivants. Mâchoire fracturée des 2 côtés. Nez fracturé. Une dent arrachée avec une telle force qu'elle a déchiré sa joue. Côtes écrasées, possiblement par quelqu'un qui s'est agenouillé sur sa poitrine. Bouche fermement attachée avec du ruban adhésif. Ruban emmêlé dans ses cheveux, indiquant des tentatives désespérées de le retirer. Corps partiellement dénudé, avec des sous-vêtements retrouvés accrochés à un arbre proche. Des traces de pneus ont été localisées à environ 15 mètres du corps, à côté d'une traînée de gouttes de sang. L'absence de marques de traînage sur les lieux indiquait que Sharon avait été portée jusqu'à l'endroit où elle a été laissée. Des chaussures et des chaussettes propres renforçaient cette théorie. De plus, une chemise d'homme a été trouvée près du corps, utilisée pour attacher ses poignets. Des décennies plus tard, cette pièce deviendrait fondamentale pour résoudre l'affaire. Le meurtrier a démontré une connaissance détaillée de la zone et un soin particulier à ne pas laisser de traces évidentes. Le choix du lieu, le timing du crime et la façon dont le corps a été disposé indiquaient quelqu'un de familier avec la région et expérimenté dans l'évitement de la détection. Les preuves suggéraient que Sharon était restée vivante pendant une période considérable après l'enlèvement, succombant possiblement à la combinaison des traumatismes et de l'hypothermie. La réticence de la police à enregistrer la disparition était notable. Alors que les autorités suggéraient d'attendre 24 heures, la communauté a pris l'initiative. Des centaines de bénévoles ont fouillé une zone d'environ 60 km², incluant des terrains accidentés, des forêts denses et des régions montagneuses de Montréal. Après la découverte du corps, les enquêteurs ont identifié 38 suspects initiaux, dont 6 ont été temporairement détenus. Frank Daly, gérant de la pizzeria Marina, était parmi les principaux suspects, mais comme les autres, il a été libéré faute de preuves. L'enquête a pris une dimension plus large en reliant l'affaire à d'autres crimes similaires dans la région. En juillet 1974, Norma O'Brien, âgée de 12 ans, a été retrouvée dans des circonstances similaires. Son corps partiellement vêtu se trouvait dans un champ à seulement une demi-heure de voiture de l'endroit où Sharon serait retrouvée des mois plus tard. La victime présentait les mêmes signes de coups et d'étranglement. Après l'affaire Sharon, en juin 1975, Debbie Fisher, 14 ans, a disparu alors qu'elle faisait du vélo. Son corps a été retrouvé dans la forêt, également dénudé. Un jeune homme de 17 ans a avoué ce crime et le meurtre d'O'Brien, mais son alibi confirmé l'a exclu de l'affaire Sharon Pryor. En 1978, le meurtre de Lisa Blas, 17 ans, a présenté de nouveaux parallèles troublants. Son corps a été retrouvé à quelques mètres de sa maison à Montréal, avec des signes de coups à la tête et de viol. La proximité géographique et le modus operandi similaire suggéraient une possible connexion entre les affaires. Depuis le début, l'enquête a été marquée par des défaillances. La police a tardé à prendre au sérieux la disparition de Sharon, retardant les recherches initiales. Malgré cela, des centaines de bénévoles de la communauté se sont mobilisés, fouillant une vaste zone de 60 km². Bien qu'il y ait eu un effort collectif, les pistes concrètes étaient rares. En 1995, un nouveau coup a ébranlé l'affaire,
une grande partie des preuves originales a mystérieusement disparu des archives de la police. Cette perte a sérieusement compromis les efforts futurs pour résoudre le crime. Lorsque l'enquête a été rouverte en 2000, on a découvert que seuls les vêtements de la victime et quelques objets possiblement liés au suspect avaient survécu. Ces quelques objets seraient cruciaux dans les avancées ultérieures, mais le vide laissé par les preuves perdues a rendu le processus encore plus difficile. En 2004, une nouvelle piste a conduit les enquêteurs à un garage où Sharon aurait pu être maintenue en captivité. 3 échantillons d'ADN ont été prélevés sur place, mais aucun ne correspondait au matériel trouvé dans les preuves originales. En 2012, une récompense de 10 000 $ a été offerte pour des informations menant à l'identification du meurtrier. Les enquêteurs ont également exploré des connexions avec des criminels connus de la région. William Patrick, un tueur en série canadien condamné pour le meurtre de 5 femmes à Montréal, a été considéré comme suspect, mais a affirmé qu'il n'avait commencé à tuer qu'en 1979. Mike French, membre du gang de motards Satan Est Choice qui vivait dans la région en 1975, a également été enquêté, mais son assassinat en 1982 durant une guerre entre gangs a empêché d'autres découvertes. L'affaire semblait trouver sa résolution en juin 2022, lorsque des avancées en généalogie génétique ont permis d'identifier l'ADN comme appartenant à Franklin Romine. Cependant, une complication se présentait, Romine était décédé en 1982. L'exhumation de son corps a été nécessaire pour confirmer définitivement sa culpabilité. En mai 2023, après le résultat positif du test ADN, les enquêteurs ont finalement pu dresser le profil complet de l'homme qui avait échappé à la justice pendant si longtemps. Romine n'était pas un étranger dans la région. À l'époque du crime, il vivait près du lieu de la disparition de Sharon, sa voiture correspondait aux traces de pneus trouvées sur la scène de crime, et plus troublant encore, il avait un historique de condamnation pour agression et violence sexuelle. Le puzzle commençait à prendre sens, révélant comment un prédateur avait pu vivre pendant des décennies au sein de la communauté sans éveiller de soupçons sur son implication dans l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire de Montréal. Les pièces du passé de Franklin Romine ont commencé à s'assembler au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches. Son profil correspondait parfaitement à la description fournie par Cheryl Roy de l'homme qui l'avait attaqué la même nuit, grand, cheveux foncés, yeux bleus et une voix étrangement calme. L'attaque contre Cheryl, maintenant analysée sous une nouvelle perspective, semblait avoir été un prélude à ce qui arriverait à Sharon. Seule la présence de témoins avait empêché Romine de faire sa première victime cette nuit-là. Son casier judiciaire révélait un schéma troublant de violence qui avait commencé bien avant le meurtre de Sharon. Les condamnations antérieures pour agression et violence sexuelle démontraient une escalade dans son comportement criminel. Le choix du lieu du crime n'était pas aléatoire, Romine connaissait bien la zone, ses angles morts et ses heures creuses. Cette connaissance locale lui avait permis d'enlever Sharon sans témoin et de maintenir sa captivité pendant 4 jours sans éveiller de soupçons. Particulièrement révélateur était le mode d'entrée dans la propriété où le corps a été trouvé, la serrure forcée sans signes apparents d'effraction suggérait que Romine avait une connaissance ou un accès préalable au lieu. Sa familiarité avec la région lui avait permis d'éviter les zones à forte affluence et de choisir un endroit isolé pour abandonner sa victime. La chemise laissée sur la scène de crime, la preuve qui le condamnerait des décennies plus tard, démontrait un mélange de négligence et de confiance en son impunité. Le même schéma serait observé dans d'autres attaques dans la région qui, bien que jamais officiellement reliées à Romine, présentaient des similitudes troublantes dans leur modus operandi. La chronologie des événements suggérait que Romine avait minutieusement planifié chaque aspect du crime. L'attaque initiale contre Cheryl Roy aurait pu être une tentative de tester le terrain ou de sélectionner une victime. Quand cette tentative a échoué, il a rapidement adapté ses plans, démontrant la flexibilité caractéristique d'un prédateur expérimenté. Ce qui intriguait le plus les enquêteurs était la façon dont Romine avait réussi à éviter la détection pendant si longtemps, même après que d'autres attaques dans la région aient été reliées. Sa capacité à maintenir une apparence normale dans la communauté, tout en cachant une nature violente, était caractéristique des criminels en série. Sa mort en 1982, seulement 7 ans après le meurtre de Sharon, signifiait qu'il ne ferait jamais face à la justice devant un tribunal. L'identification post-mortem de Romine par l'ADN a soulevé des questions troublantes sur son éventuelle connexion avec d'autres crimes non résolus dans la région. La période entre le meurtre de Sharon et sa mort en 1982 coïncidait avec une série d'attaques similaires à Montréal et ses environs. Bien que ces connexions ne puissent jamais être définitivement prouvées en raison de sa mort prématurée, le schéma comportemental et la proximité géographique suggèrent que Sharon n'était peut-être pas sa seule victime. Le test ADN post-mortem a finalement apporté à la famille Prior quelque chose qu'ils recherchaient depuis près d'un demi-siècle,
la certitude de qui avait pris la vie de leur fille. Mais cela a également laissé des questions sans réponse sur combien d'autres familles attendent encore justice pour des crimes que Romine aurait pu commettre pendant ses années de liberté. La brutale histoire de Sharon Pryor transcende le tragique meurtre d'une jeune fille de 16 ans à Montréal, devenant un tournant pour les procédures d'enquête canadiennes. Pendant 48 ans, la famille s'est battue sans relâche pour la vérité, exposant les faiblesses du système judiciaire et inspirant des changements profonds dans l'approche des crimes violents. La résolution de l'affaire en 2023, grâce aux techniques modernes d'ADN, a révélé bien plus que l'identité du meurtrier Franklin Romine. Elle a démontré comment la persévérance familiale et les avancées technologiques peuvent surmonter des décennies de silence et d'impunité. Les impacts ont été immédiats et significatifs. Les services de police à travers le Canada ont été contraints de réexaminer leurs protocoles de conservation des preuves. Les bases de données génétiques ont gagné une importance stratégique, transformant la capacité d'enquête pour résoudre les affaires anciennes. Pour les familles des victimes, l'affaire représentait plus qu'une justice tardive. Elle signifiait la validation de leur souffrance et l'espoir qu'aucun crime ne restera impuni éternellement. La persistance d'Yvonne Pryor, mère de Sharon, est devenue un symbole de résilience et de détermination. Si cette histoire vous a touché comme elle a touché des milliers d'autres personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres affaires qui méritent d'être rappelées et discutées. À la prochaine affaire!